Et donc on va poursuivre cette journée après le film de Fabrizio consacré ce portrait d'Isabelle Stengers avec une rencontre intitulée donc Intensifier le politique, utopie réelle et sens commun. Donc je vous rassure, on n'aura pas le temps, je pense, de répondre à la question. On va juste peut-être amorcer quelques pistes. Donc, comme le dit Isabelle dans une séquence du film, nous sommes confrontés à un changement d'époque qui nous plonge dans un entre-deux. Une zone intermédiaire où on ne sait pas très bien si ce que nous vivons appartient encore à l'époque précédente, que nous qualifions de moderne, avec ses dimensions de progrès social, économique, scientifique ou d'émancipation, ou si nous avons déjà basculé vers un postmodernisme, et comme le dit Isabelle, que nous ne savons pas comment appréhender vu que nous ne lui appartenons pas encore. Donc si des contre-récits à la fameuse religion du progrès se construisent et se développent, si des alternatives, des tentatives d'autres formes de vie émergent, ce changement d'époque se traduit aussi par un grand désarroi. Les crises multiples qui se succèdent et s'entremêlent, leur accélération, les inégalités sociales croissantes, les effets du réchauffement climatique sur les êtres vivants, l'atmosphère, les sols, et le sentiment que la précarité est devenue la condition de notre temps, entraîne une perte de repères sociaux, politiques et culturels, et aussi, il faut le dire, une certaine défiance envers le monde scientifique et les organes de représentation classiques. Donc c'est un peu ça qu'on va interroger avec nos invités, ce moment à travers le ou la politique, à savoir les lieux où elle se situe, ses nouveaux modes d'existence, ses nuages, ses aspérités, et puis les manières de faire sens en commun, on verra ce que ça veut dire, et d'activer des possibles. Donc je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Isabelle Stengers, de manière un peu plus formelle, donc pour rappeler que Isabelle est philosophe, professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles, mais je tiens à rappeler qu'elle a débuté par des études de chimie avant de bifurquer vers la philosophie, plutôt que débarquer, ce qui a donné lieu à son premier ouvrage, La Nouvelle Alliance, coécrit avec le prix Nobel de chimie Elia Prigogine, dont vous fûtes l'élève. Donc, vous êtes auteur de nombreux livres sur l'histoire et la philosophie des sciences, où vous n'avez cessé de questionner les interactions entre les pratiques scientifiques et le monde qui les environne, notamment à travers les 7 cosmopolitiques qui ont été réédités en 2022 en un seul volume, ou, je cite un autre titre, Une autre science est possible, où vous examinez aussi notre modernité à l'aune des désastres écologiques en cours, comme dans Au temps des catastrophes. Et puis, le dernier ouvrage paru, Résister à la barbarie qui vient, pardon, je me suis complètement embrouillé. Voilà. Je me suis complètement embrouillé. Voilà. Vous voyez l'effet que fait d'avoir Isabelle Stengers à côté de vous. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Non, en fait, Au temps des catastrophes, Résister à la barbarie qui vient, c'est le même livre. Voilà. Et puis, je voulais, justement, j'ai sauté une ligne, dire qu'elle a consacré plusieurs ouvrages à la pensée du philosophe Whitehead, dont Isabelle a parlé dans le film, et notamment Réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle, qui est paru en 2020. Et je finis cette présentation plus formelle en disant que vous avez dirigé avec Didier Debèze, au risque des effets, une lutte à main armée contre la raison qui est parue récemment au Lien qui libère. Donc voilà, je termine cette présentation officielle en disant que il faut aussi souligner, et vous l'avez vu dans le film, que je ne sais pas si Isabelle Stengers sera d'accord avec ça, que Isabelle Stengers c'est aussi une intellectuelle en lutte. Fabrizio a parlé de la rage ce matin, écoféministe de longue date, solidaire de mouvements collectifs comme les soulèvements de la terre, comme reprise de terre, comme
comme des collectifs qu'on connaît bien, comme les Quartiers Libres des Lentilières, avec qui on avait fait une rencontre il y a 2 ans. Et même si elle dit dans le film qu'elle n'aime pas qu'on lui fasse des compliments, je tiens quand même à rappeler à quel point son exigence de pensée est importante, précieuse, féconde pour beaucoup de personnes, donc des chercheurs, chercheuses qui sont dans la salle, à qui Isabelle, je pense, a transmis beaucoup de choses, mais aussi des personnes profanes, comme la personne qui tient ce micro. Donc voilà pour cette présentation. Et puis je vous présente Laurent Jean-Pierre, donc professeur de sciences politiques. Donc vos travaux sont consacrés aux mutations sociales, à la politique révolutionnaire, à la politique protestataire, ce qui a donné notamment un ouvrage consacré au mouvement des Gilets jaunes, Ingirum, les leçons politiques des ronds-points, que vous avez sorti en 2019. Mais vous travaillez aussi sur la politique des idées et des savoirs dans l'espace public. Et vos recherches actuelles, vous avez peut-être un petit pas de côté par rapport à ces recherches, vos recherches actuelles portent plus particulièrement sur les alternatives écologiques post-capitalistes. Vous êtes co-auteur avec Aude Guéguin d'un ouvrage qui s'appelle « La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire ». Voilà, peut-être que ça aussi illustre justement ces préoccupations actuelles. Et j'ajoute que de 2019 à 2021, vous avez enquêté au sein d'un collectif de chercheurs sur la Convention citoyenne sur le climat, et peut-être que ça fera l'objet aussi d'un moment dans la discussion. Donc on va commencer avec Isabelle, avec plusieurs questions qui viennent un peu du film. J'aimerais revenir sur ce livre, Au temps des catastrophes, livre qui est paru en 2009. Et même si ce n'est pas un livre du tout prophétique, mais vraiment je vous invite à le lire, parce que le relire, comme j'ai pu le faire il y a quelques semaines, est quand même très très troublant. Donc le livre tirait son origine des conséquences de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans en 2005 et des réponses apportées à la catastrophe. En gros, on va schématiser l'abandon des pauvres pendant que les riches se mettaient à l'abri. Et vous écriviez à l'époque « Nous vivons dans un véritable cimetière de pratiques et de savoirs collectifs détruits ». Et donc, comme c'est une de vos préoccupations depuis très très longtemps, j'aimerais vous demander comment on fait à partir de ce constat pour restaurer le sens commun. Et peut-être au préalable que vous nous disiez comment vous définissez la notion de sens commun. Même si vous n'aimez pas les définitions. Oui, je sais. Je ne les aime pas parce que justement, chacun en attend une sur laquelle on sera d'accord. Pas d'accord. Or, moi, j'essaye, quand j'emploie une notion, de la rendre susceptible d'entrer dans un problème que je suis en train de poser. Donc, le sens commun, ça peut être une notion philosophique. Il y a des philosophies du sens commun où on essaye de se mettre d'accord sur ce que toute personne bien née, en général homme et blanc, mais enfin ça fait rien, a tendance à poser. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre le sens commun du point de vue de sa destruction, qui est une des parties de la modernité, quand il y a un moment scientifique important, ou même pour certaines sciences, à l'état de régime, et à l'opposition, les gens pensent que nous savons. Et plus ce que nous savons déçoit ou vide ce que pensent les gens de toute valeur autre que symptomale, mieux c'est, quoi. Et donc, j'ai vu ça, enfin, c'est juste une anecdote, dans les années 90 de la guerre des sciences, il arrivait régulièrement qu'un physicien conseille à quelqu'un qu'il jugeait un peu trop suspect de ne pas vraiment croire que la physique décrivait la réalité.
on lui conseillait à ce douteur d'essayer de se précipiter d'un 11e étage, par exemple. Et il verrait si les lois de la physique n'existaient pas. Et or, vous voyez que mépriser le sens commun rend bête. Pourquoi? Parce que ce type était en train d'insulter la physique dans sa dimension de pratique créative. Parce que la pratique créative, c'est pas la physique a découvert que les corps tombent. Elle a posé une question qui a dû être inventée, qui était, oui, mais le mouvement de chute ne cesse de varier de vitesse. Et comment est-ce que ça varie? Comment est-ce que la vitesse d'un corps varie à chaque moment de la chute ou à chaque point de la chute? Voilà. Et ça, c'est des questions qui, effectivement, ne vont pas contre le sens commun. Ce sont de véritables inventions de manière de problématiser quelque chose. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué souvent aux physiciens. Donc, se définir contre le sens commun, qui est un véritable tic, c'est aussi employer les arguments les plus brutaux et les plus autoritaires pour être sûr que... Donc, le sens commun, je le prends autrement. Je le prends au sens où c'est pas une qualité individuelle, le sens commun. C'est pas un attribut de l'humain en tant qu'humain. C'est aussi notre manière de pouvoir être transformé par une rencontre, une lecture, de pouvoir partager tout ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être cultivé. Faire sens en commun, ça a été une culture dans le temps. Et d'où mon intérêt pour ce qu'on appelle les communs. C'était une culture de comment s'entendre à propos d'un monde qui pose des tas de problèmes, qui demande des tas d'ententes, etc. Et c'est donc pour réactiver ce sens commun-là, qui a été réduit d'abord à une qualité individuelle, et etc., que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Et Whitehead m'a aidé parce que Whitehead est un de ces philosophes qui dit des choses, qui écrit des choses qui vont complètement à l'encontre de tout ce qu'on pourrait prêter au sens commun. Et pourtant, ce qu'il veut, c'est donner sens au monde de problèmes que recouvrent des savoirs de sens commun. Vous voyez, de voir qu'il y a là quelque chose, il faut être à la hauteur de ce que pense le sens commun. Et donc, voilà. Donc, Whitehead, philosophe dont on peut dire sophistiqué, est aussi quelqu'un qui vous apprend à surtout ne pas faire une gloire d'aller contre le sens commun. Au contraire, si on se dit aller contre le sens commun, on est vraiment en danger de dire une sinistre platitude autoritaire. Alors justement, vous faites référence à Whitehead et vous dites dans votre livre qu'il peut nous aider à appréhender la période actuelle. Whitehead parle, lui, de défaite de sens commun, et puisqu'il peut nous aider à appréhender justement la période actuelle, à quoi cela fait écho pour vous aujourd'hui? Est-ce d'abord une défaite politique? Est-ce que c'est une défaite du monde scientifique qui peut se traduire peut-être par une certaine hostilité des institutions et des publics à l'égard du monde scientifique, plus concrètement par une montée de, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce terme, de l'irrationalité ou de la disqualification des savoirs, ou la remise en cause de faits scientifiques, puisqu'on est en plein dedans, voilà, avec par exemple, non pas une montée, mais en tous les cas une visibilité d'un climato-scepticisme prononcé. Ben, il faut faire une différence d'abord entre le type de climato-scepticisme qui a été nourri et favorisé par les pétroliers et autres
comment dirais-je, qui voulaient juste gagner un peu de temps. Ils savaient très bien ce qui se passait, mais on peut tout de même pas tout lâcher comme ça. Hein. Donc, qui ont voulu gagner du temps, même si ça veut dire entraîner tout le reste vers une catastrophe encore plus irréversible. Donc, là, il y a peut-être eu des dupes, mais le responsable de ce climato-scepticisme-là, on peut les désigner du doigt, on peut les suivre d'ailleurs. Des gens les ont suivis, donc les identifier. Mais de manière générale, il y a ce que dans le film d'ailleurs j'appelle l'indocilité qui peut se traduire par on nous trompe. Et par exemple, en ce qui concerne les vaccins, je ne dirais pas que je suis pour les vaccins, je ne suis pas entrée dans cette querelle-là. Tout ce que je sais, c'est que dans la mesure où la racine de cette attitude, c'est souvent la méfiance et le « on ne m'aura pas », bien, c'est une réaction assez individuelle. Elle traduit l'individualisme. Donc, elle prolonge la défaite du sens commun plutôt qu'elle n'affirme un nouveau sens commun. Donc, pour moi, l'un, c'est pas un symptôme. Le premier, c'est un crime, tout simplement. Ce qui a été fait pour retarder, pour saboter la prise en compte de ce qui arrive. Et l'autre, c'est plutôt un symptôme qui demande réparation. Et je n'ai pas la recette, hein, mais je sais simplement que je n'emploierai jamais des mots comme rationalité ou autre pour les condamner, parce que ce contre quoi il se rebelle, je ne lui prêterai pas ce mot si je veux le sauver de rationalité. Moi, j'ai une définition qui n'a l'air de rien de ce qu'on peut appeler rationalité au bon sens du terme, c'est l'effort de tenter de se porter à la hauteur d'une situation auquel on est confronté. Et donc de ne pas employer des facilités, des ça s'arrangera, etc. Et bien, de ce point de vue-là, on peut dire que notre époque baigne dans l'irrationalité la plus totale. Et on ne va pas employer ce mot contre ceux qui ont le malheur de compliquer la tâche de nos gouvernants. Juste avant de donner la parole à Laurent, j'aimerais encore une question, justement par rapport à ce que vous venez de dire, sur justement les pratiques scientifiques, les manières de faire science, les manières dont les scientifiques peuvent envisager leurs pratiques et comment celles-ci sont perçues par les citoyens, qui sont au cœur de vos préoccupations depuis toujours. Et effectivement, vous venez de le dire, vous plaidez pour d'autres pratiques scientifiques qui ne soient pas imposées de façon autoritaire, qui exigent le respect du public au nom de la rationalité, de l'objectivité, du progrès, mais qui s'inscrivent, vous le dites dans le film, dans une culture de l'hésitation, et qui oblige, c'est un mot très important chez vous, qui oblige leurs praticiens. Et ce concept d'obligation qui vous a jamais quitté, je pense, depuis Cosmopolitique, vous dites qu'il est inséparable de ce que vous appelez une écologie des pratiques. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par là. Ce qu'est pour vous une écologie des pratiques. Oui, disons que je pars par obligation, sinon j'y retournerai pas tout de suite. Obligation, pour moi, c'est quand on a la chance d'avoir une véritable pratique, et là, c'est pas simplement les pratiques scientifiques. Les infirmières ont une pratique, par exemple. Les paysans, d'avant d'être un peu massacrés par l'agro-business, avaient une pratique et souffrent de l'avoir perdue. Donc, ça veut dire que toutes les manières de faire ne se valent pas pour eux. Et ça veut dire que comment dirais-je, oui, c'est ça, tout ne se vaut. Ils savent ce qu'est un travail bien fait et mal fait. Et les scientifiques qui ne sont pas simplement suivant une méthodologie ou une théorie,
ont des obligations, c'est-à-dire ne pas utiliser le pouvoir des humains d'extorquer un résultat. Avec un appareil de mesure, on a toujours des résultats. Non, il faut que ce résultat soit important et que donc on aurait pu ne pas l'avoir. Il doit mettre en risque la valeur de la question. Et donc, obligation, c'est au fond, et ça vient aussi de Whitehead. Il dit que l'obligation ou l'importance, c'est quelque chose sans lequel, quand on nie l'importance, elle revient par la fenêtre. Ceux qui disent rien n'a d'importance, c'est probablement très important pour eux de faire reconnaître que rien n'a d'importance. Ils écrivent beaucoup de livres pour faire valoir que rien n'a d'importance. Donc, c'est ces mots dont on ne peut pas se débarrasser simplement et auxquels il vaut mieux prêter l'attention qui leur revient. Et donc, l'obligation, c'est cette idée que on dit que la science est neutre, mais il n'y a rien de moins neutre que la science. Oui, elle est neutre par rapport à des tas de choses qu'elle considère comme non scientifiques. Mais par contre, pour ce qui est des pratiques, entre praticiens, et quand ça marche, parce que pour le moment, c'est en train d'être détruit par le néolibéralisme. Mais entre praticiens, ça a été mon premier exemple, au fond, de ce qui m'a depuis passionné, intelligence collective. Quand j'ai travaillé dans le service de Prigogine, je me suis rendu compte que ces gens étaient rendus intelligents par leurs collègues, dont ils attendaient les critiques, à qui ils étaient dans un échange où la critique était le signe de l'intérêt. Donc l'intelligence collective, c'est on a les mêmes obligations, mais l'obligation ne dit pas comment elle doit être remplie. C'est ça l'important. Mais par contre, trahir une obligation, c'est tuer le métier. Et ça, je crois que c'est heureux. Et quand je dis le monde est... Notre monde moderne est rempli de cimetières de pratiques, ça veut dire qu'effectivement, avec le salariat, mais pas seulement avec le salariat, cette idée que ce n'est pas de la pure production, mais que ce que l'on fait demande à être fait ainsi et pas autrement, qu'on répond à la demande de se faire, etc., c'est quelque chose qui serait ridiculisé. Toutes les controverses sur l'art a-t-il une valeur en soi, ou est-ce que c'est, etc., c'est là où justement, apparemment, la valeur est le plus, etc., c'est vraiment d'étranges questions qui se poseraient, qui auparavant ne se posaient pas tellement. Mais voilà, le progrès veut dire qu'on doit être sceptique par rapport à ça et que l'on peut aussi donc en faire abstraction. Donc, écologie des pratiques, ça veut dire prendre au sérieux la multiplicité des pratiques, la multiplicité des obligations, ne pas rêver à une unicité, et savoir que donc des conflits sont possibles, mais des raccords entre divergents. Pas du moment que comme si ça suffisait, mais au moins il faut reconnaître que l'autre, comment dirais-je, respecte des pratiques, des obligations qui ne sont pas les vôtres, on l'entend autrement. Ce n'est pas qu'il se trompe, c'est que ça diverge. Ça diverge. C'était un mot de Deleuze que j'ai un peu simplifié parce que c'était pris dans des trucs plus compliqués, mais seuls les divergents communiquent. Donc, si je comprends que ce à quoi vous tenez, et qui vraiment vous importe, sans lequel vous serez mutilé, est en danger, alors que je viens avec une proposition de bonne volonté qui devrait satisfaire tout être rationnel, eh bien là, vous allez bafouiller. Et vous allez peut-être écouter ce que vous êtes en train de dire, et surtout, tout ce que négligeait votre si aimable proposition, si rationnelle proposition, tout ce qu'il négligeait, et qui, pour vous, est ce qui importe. Et
peut-être qu'à ce moment-là, si la situation se peuple de tout ce à quoi on ne faisait pas attention, eh bien, quelque chose comme une composition ne va pas devenir possible, mais peut devenir possible. Et l'écologie, si on parle en termes de symbiose, etc., c'est ça, c'est des rapports entre êtres aux modes de vie divergentes, mais qui réussissent à créer des relations où, tout à coup, les uns ont besoin des autres, mais chacun pour ses propres raisons. C'est pas une merveilleuse alliance pour un troisième terme qui... Non, non. Mais chacun se trouve être dépendant des autres pour atteindre ses propres fins. Et donc, une écologie des pratiques, on est ici dans les écologies de l'attention, ça demande de l'attention à ce qui, pour nous, va sans dire, mais qui, pour l'autre, ne va pas du tout sans dire, parce que dans le sans dire, il y a souvent la condamnation à l'insignifiable de ce qui compte pour l'autre. Donc c'est aussi un art de la lenteur, parce et surtout aujourd'hui, avant qu'on se fasse assez confiance pour en venir là, avant qu'on ne s'arrête pas, je sais que, etc., toutes les accusations a priori sont souvent légitimes, mais là, le moment de la confiance, par exemple, entre des scientifiques et des activistes dans ce domaine-là, je pense à beaucoup d'activistes pour qui la science est destructrice, etc. Eh bien, on peut le constater, ça fait partie de la situation, mais mon espoir et ma pensée, c'est que ce ne soit pas le dernier mot. Laurent, Jean-Pierre, quel est votre regard sur ce que vient de dire Isabelle Stengers, sur ce rapport aux sciences et au savoir? Et en tant que chercheur, comment vous recevez ce concept d'obligation? Mais peut-être vous voulez dire un mot en préambule, parce qu'on a fait réagir Donna sur le film. Vous l'avez vu aussi ce matin, donc peut-être que si vous voulez dire aussi un mot... Merci beaucoup. Effectivement, je voulais dire un mot sur le film, mais je voulais d'abord dire que je suis très heureux de parler avec Isabelle. C'est un peu intimidant et en même temps, c'est passionnant. Je dis un mot peut-être anecdotique sur ma rencontre avec son œuvre. J'étais assez jeune, je faisais des maths et de la physique au lycée, probablement pour me destiner à être ingénieur. J'ai lu La Nouvelle Alliance, elle ne voudra probablement pas en parler. Et effectivement, c'est bon. Probablement, j'étais pas très bon, j'étais pas assez bon pour devenir vraiment matheux ou physicien, et donc du coup, je m'intéressais plus à l'histoire de la discipline, qu'on nous enseignait pas d'ailleurs, qu'à la discipline elle-même. Et donc c'est vrai que ce livre a eu beaucoup d'effets pour moi, parce qu'effectivement, il a laissé graver comme ça des catégories, ou en tout cas des catégories qui étaient probablement pas allégoriques, mais qui en tout cas pour moi résonne jusqu'à aujourd'hui. Alors il y avait notamment une qui est comme ça, qui est restée en moi pendant plus très longtemps, qui était structure dissipative, quoi. Donc je me suis longuement demandé pendant très longtemps ce que ça voulait dire. Je suis pas le seul. Beaucoup de gens se sont demandé ce que ça voulait dire. Idem pour ce qui était des bifurcations, etc. Alors ces mots-là, hein, on a parlé des bifurcants ce matin. Ces mots-là ont résonné. Et puis alors après, voilà, l'œuvre d'Isabelle m'a un peu accompagné. Je voudrais insister sur deux points qui sont à la fois présents dans le film et présent dans ce qu'on a commencé à discuter cet après-midi, c'est-à-dire d'une part donc l'évocation assez forte dans le film, enfin le motif dans le film assez fort autour de la question de l'espoir. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Voilà, il faut traiter l'espoir avec précaution. C'est effectivement quelque chose, une phrase dans laquelle je peux tout à fait me reconnaître. Traiter l'espoir avec précaution, mais en même temps ne pas céder. Hein, c'est un point qui a été très souligné aussi dans le film tout début. Ne pas céder aux cités modèles. Et justement, tu as repris ça, Emmanuel. Nous avons besoin d'un peuple de relayeurs plutôt que de cités modèles. C'était, disons, une interpellation de Deleuze et Guattari. Donc là, il y a un motif qui m'importe beaucoup et qui m'a importé avec Aude Guéguin autour de cette question du possible, c'est voilà, comment est-ce qu'on travaille
justement ce moment d'hésitation, d'ouverture entre le présent et l'avenir, ce moment critique aussi, hein, entre deux ères, tu as parlé de ça au début, et comment est-ce qu'on essaye de penser et de pratiquer le possible sans recourir, disons, à l'imaginaire, à l'utopie, à la cité modèle, disons, aux cités de papier. Bon, ça c'est un premier motif. Et puis le deuxième motif dans lequel je me reconnais pleinement, c'est ce qui a été évoqué au début, disons, de cette discussion autour de la question, disons, de qu'est-ce qu'on fait avec le sens commun, qu'est-ce que c'est que la science, et c'est peut-être là que tu interpelles. Moi, je m'identifie pas particulièrement comme chercheur, mais en tout cas, je sais, comme Isabelle l'a dit, que effectivement, dans le monde des sciences, et notamment des sciences sociales, et aussi des sciences sociales, et peut-être encore plus bizarrement dans le domaine des sciences sociales, effectivement, la condamnation du sens commun est disons une figure de style, une rhétorique, un grand récit qui est extrêmement fréquente. Et donc ce qui m'a touché dans le travail d'Isabelle, comme dans le travail de Bruno Latour et de beaucoup d'autres, de quelques autres plutôt, c'est effectivement cette alors ils accepteraient probablement pas l'expression, mais cette critique de la critique, c'est-à-dire cette idée que la critique sociale, la critique politique, mais aussi en général le discours scientifique, eh bien justement se fait toujours sur une scène qui est une scène hiérarchique, une scène inégalitaire, une scène dans laquelle effectivement des savoirs produits, disons, de manière confinée en laboratoire sont immédiatement, disons, pensés comme supérieurs à des savoirs d'expérience, à des savoirs ordinaires, à des savoirs partagés ou à des savoirs, disons, qui ont disparu. Hein, et donc il y a toute une réflexion dans l'œuvre d'Isabelle autour de la question de l'écocide des savoirs, c'est pas vraiment, ou de l'épistémocide, c'est-à-dire le fait que des savoirs ont été, on l'a entendu à l'instant, hein, des savoirs effectivement agricoles, des savoirs artisanaux, des savoirs plus ancestraux, des savoirs de sorcières, des savoirs de tireurs de cartes, ont été effectivement, disons, réprimés, tués, méprisés, et donc cette question de l'écologie des savoirs et de critique de la critique comme, disons, un nœud d'une réflexion politique et d'une réflexion politique sur la manière dont on doit produire de la connaissance, des théories, ou dont on doit s'associer ou s'allier avec les autres. Ça, c'est un point très important pour moi. Et je vais, disons, terminer avec disons, un nœud pour moi sur disons, qui illustre ce que je viens de dire. Donc, je me retrouve pleinement dans la critique de la critique d'un côté, et la critique de l'utopie de l'autre. Et je voudrais donner une illustration donc de ce double rejet. À partir d'une phrase qui m'a obsédé. On n'a pas du tout le même corpus avec Isabelle, mais je compare pas de toute façon le sien et le mien, parce que bon, je compare pas non plus son œuvre et la mienne. C'est pas la même taille et c'est pas le même corpus qui est disons navigué. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai été un peu obsédé, peut-être un peu trop longtemps. Là, je m'en détache. C'est pour ça que je viens ici aussi, d'ailleurs, par la tradition révolutionnaire et disons oui, ces impensés, ces échecs. Et donc, il y a une phrase comme ça qui me hante un peu. C'est une phrase que Gramsci a reprise quand il était en prison d'une lecture d'un journal français de Romain Rolland, hein, qui est effectivement, c'est quoi la tâche du révolutionnaire, ou la tâche de l'intellectuel critique, ou la tâche du théoricien qui veut faire avancer l'émancipation. Eh bien, c'est de conjuguer le pessimisme de la raison, c'est-à-dire une forme de nécessitarisme, hein, et puis l'optimisme de la volonté. Et donc effectivement cette phrase, elle donne, je dirais 90% de la bibliothèque critique, hein, c'est-à-dire des personnes qui vous disent la situation est désespérée. On parlait de l'état de la situation. Hein. La situation est désespérée, mais c'est pas grave. Hein, quand on veut, on peut. Hein, et donc, et puis on peut avoir une variante un peu apocalyptique contemporaine. Hein, la situation est tellement désespérée qu'elle est excellente. Hein. Alors ça, c'est la version, disons, c'est la version soit hegelienne radicale, hein, marxiste objectiviste ou messianique. Hein, voilà, c'est tellement désespéré qu'on que en fait il y a jamais eu plus excellent. Hein, c'est tellement chaotique que effectivement
la joie est partout. Donc c'est vrai que c'est une articulation, disons, du rapport entre savoir ou connaissance et pratique qui a fini par m'apparaître comme désastreuse. Alors, au nom effectivement de choses que Isabelle a parfaitement travaillées, c'est-à-dire la question de l'idéologie du progrès qui peut être sous-jacente derrière, disons, cette articulation. Mais je crois de manière plus profonde, parce qu'il y a une sorte de présupposé un peu viriliste, hein, qui est très fort dans la tradition révolutionnaire et dans la théorie révolutionnaire, derrière cette association ou cette articulation, et qu'on trouve très bien derrière cette idée, disons, d'un optimisme de la volonté qui charrie, disons, avec elle, je dirais, toute la mythologie de l'avant-garde, toute la mythologie effectivement de la bataille, hein, de la bataille finale, de la bataille décisive, et donc effectivement, disons un ethos militaire viriliste. Hein. Et je crois que effectivement, une des choses très importantes pour la gauche et pour les mouvements dont nous allons probablement parler, eh bien, c'est effectivement de se dégager de cette manière d'articuler, disons, pensée et pratique, hein, c'est-à-dire de cette manière de conditionner, disons, notre engagement dans le monde à une forme de pessimisme de la raison préalable. Hein. Et donc c'est vrai que moi, comme mot d'ordre, et je l'ai entendu aussi dans le film, et je vais m'arrêter là pour cette première réponse, comme mot d'ordre, effectivement, je me suis appuyé, j'aime bien cette phrase de ce critique, mais on pourrait tout à fait prendre une phrase d'Isabelle. Hein, voilà, j'aime bien cette phrase de ce critique culturel anglais qui s'appelle Raymond Williams, que je médite souvent. Voilà, être vraiment radical, c'est rendre l'espoir possible plutôt que le désespoir convaincant. Vous voyez qu'on retrouve les deux thèmes que j'ai mentionnés au départ, hein, cette question de l'espoir que Isabelle a traité dans le film. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec l'espoir, le traiter avec soin? Est-ce qu'on abandonne la catégorie un peu nunuche, hein, catholique, disons-le, hein, on a beaucoup parlé de catholicisme depuis le début, ou est-ce qu'on essaye d'élaborer collectivement l'espérance, ou de perlaborer collectivement l'espérance? C'est quelque chose qui me semble très important. Et puis, voilà, l'espoir possible, ça veut dire effectivement nouer autrement, disons, raison, mais on peut abandonner le mot, disons, pensée, voilà, et pratique. Et vous voyez que c'est pas du tout la même chose que d'inverser la formule de Gramsci. Hein. Ça a été une tentation, notamment dans le marxisme et dans une partie de la gauche. Hein. C'est-à-dire de dire, ok, Gramsci, c'est les années 30, les années 20, il était en prison, Mussolini avait, voilà, mais en fait, on va inverser, on va dire, voilà, l'éthos de la transformation du monde ou du dépassement du capitalisme c'est l'optimisme de la raison et le pessimisme de la volonté. C'est une option. Hein. Ça voudrait dire, bah oui, voilà, on va au contraire penser les puissances déjà de transformation déjà agissantes dans le monde, hein, mais on va être extrêmement attentif au fait que l'agir est toujours rencontre beaucoup d'obstacles. Hein. Bon, ça c'est disons une troisième option pour articuler théorie et pratique, ou en tout cas connaissance et désir transformateur. Merci. Je vais rebondir sur la question de l'espoir, mais aussi de la culture de l'hésitation. Je pense que les deux prennent un sens éminemment concret en ces temps où le ravage écologique, mais aussi social, fait balbutier tous les savoirs, et où il ne s'agit pas de rêver d'une solution, mais d'apprendre, comme Donna Haraway nous y invite, à vivre avec le trouble, ou comme Anna Tsing, peut-être à réfléchir, vous en parlez à la fin du film, de vivre dans les ruines du capitalisme. Je reviens, moi, à ce que vous évoquez dans un moment du film, quelque chose de très important, un tournant qui a été l'intrusion de Gaïa. Et justement, par rapport à ce que vient de dire Laurent Jean-Pierre, j'aimerais que vous nous reveniez sur cette intrusion. Pourquoi nommer Gaïa et caractériser en tant qu'intrusion la catastrophe de la Nouvelle-Orléans et les désastres à venir, plutôt que de parler, Donna en a parlé en ouverture, Donna Haraway en a parlé en ouverture mercredi, en disant que ça l'avait énervé à l'époque
plutôt que de parler d'anthropocène ou de notre appartenance au système Terre, était-ce à la fois pour souligner la manière dont la situation brouillait les pistes et appelait à activer autrement l'imagination, ou est-ce que ce déplacement se voulait aussi politique pour sortir de cette fameuse lecture marxiste, matérialiste, et rompre avec un héritage où émancipation a toujours rimé avec domination de la nature. Vous avez cette phrase, je ne sais plus, que j'ai notée, où vous disiez que même si on partait du principe que s'il advient une révolution demain, on aura quand même toujours le réchauffement climatique sur les bras. Oui. Disons que le mot officiel, c'est système Terre, effectivement. Anthropocène, ça, je laisse de côté. C'est un plus tard venu et c'est à vocation vraiment fait par certains climatologues pour essayer d'embringuer le public. Mais ça ne veut rien dire, sauf pour les géologues, et ça n'a justement aucun sens que stupide. Je veux dire, l'homme est une force géologique. Et est-ce que c'est parce que c'est une force géologique qui pourrait défaire ce qu'il vient de faire? Enfin, je veux dire, c'est comme si le fait qu'on était une force nous donnait la capacité et la responsabilité de régler la situation. Donc c'est de la mauvaise pensée, c'est pas de la pensée du tout. Ça a eu un énorme succès dans les sciences humaines, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais parce qu'elles se sont senties la place tout à coup. Non, donc Gaïa, c'est par rapport au système Terre justement, mais vous savez, il pourrait y avoir un système, et il y a d'ailleurs, on en est au début, un système Mars, un système Vénus, etc. Toute planète est parcourue par des processus et des flux du même type, enfin de la même nature physique que la Terre, sauf que la Terre a ceci d'unique, et c'est dans ça que ça suit Lovelock, que non seulement il y a des vivants, mais qu'elle est habitable à long terme pour les vivants, et que les vivants jouent un rôle dans cette habitabilité. Donc, lui donner un nom propre, c'est aussi dire sa singularité et la possibilité que cette singularité nous réserve des surprises. Parce que Lovelock pensait que c'était un système stable. Après, il a dû changer d'avis, mais au départ, c'était un système stable. Moi, je venais du côté des structures dissipatives. Et donc, ça pouvait être un système instable, sujet à bifurcation. donc, le fait que Gaïa faisait intrusion voulait dire non pas qu'elle commençait tout à coup, mais qu'elle pouvait être chatouilleuse et qu'elle faisait intrusion dans notre histoire, c'est-à-dire ne cesser d'être le background, l'arrière-fond de l'histoire sur laquelle on compte, mais ce qui prenait toute la place. Donc voilà, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de prendre un terme qui soit à la fois, qui ne se veuille pas scientifique à 100%, au sens où nous savons ce qui est en train d'arriver au niveau global grâce aux instruments, aux modèles, à cette science qui est rassemblée sous le terme GIEC, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est moderne, mais ça a été fait par des gens qui ne voulaient pas participer au progrès, mais qui voulaient tirer la sonnette d'alarme, en quoi ils ont été très peu entendus. Et donc c'était aussi rejouer la possibilité que ces savoirs scientifiques peuvent déborder d'eux-mêmes à condition qu'on n'en reste pas à voilà ce qu'ils prouvent et donc voilà ce qu'il faut faire. Et le danger, on y est aujourd'hui. C'est-à-dire le danger, ce serait de dire il faut, le jour où
où nos gouvernants le prendraient au sérieux, et ça c'est prévu, c'est dans autant des catastrophes déjà, eh bien nous savons ce qu'il faut faire, il faut réduire à toute vitesse, et quel qu'en soit le prix, les émissions de CO2, et tant pis pour les moyens. Nous sommes dans l'urgence, et tant pis, malheur aux vaincus. Donc la force de ces modèles, c'est tout ce qu'ils ignorent, c'est-à-dire que le sens de qu'est-ce qu'une émission de CO2 et etc., est quelque chose de variable. Autant on peut rêver, je rêve d'un monde où l'aviation, c'est vraiment nettement à peu près fini, où 3 jours à Barcelone pour quelques centaines d'euros, c'est fini. C'est facile enfin ça va, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a des choses où justement, puisque le problème nous atteint tous doivent payer le prix, et le même prix, quelles que soient les conséquences, quelle que soit la nature que ça fait. Ça me gêne très profondément. Donc c'est aussi une question d'échelle. Gaïa, c'est à l'échelle planétaire. Les prévisions locales sont des dérivations beaucoup moins certaines. Personne n'avait prévu les dômes, etc. Enfin, si, il y avait peut-être... Seul Macron n'avait pas prévu les problèmes dômes. Enfin, il y a des tas de choses. Ça ne cesse de nous surprendre, parce que c'est ça le chaos. C'est surprenant. Par contre, comment répondre au problème qui est posé partout ? Pour moi, c'est à chaque lieu, à chaque puissance d'agir, à chaque collectif, au sens un peu général, hein, pas un groupe de 10 personnes dans une ferme, c'est très bien, mais ce qui m'intéresse, c'est les relations qui se nouent entre de telles fermes. Donc, c'est la manière dont des initiatives peuplent de relayeurs. Et moi, j'ai souvent eu l'impression que si j'avais aimé les sciences sociales, ce serait comme relayeuse et pas comme donnant la morale d'une histoire. Donc relayeuse, y compris des problèmes posés par une révolution, mais pas au sens d'être pour ou contre, ou bien on fera mieux la prochaine fois, mais voilà ce que nous avons appris. Voilà le type d'apprentissage que nous pouvons vous proposer, etc. Donc, c'est pour ça que quand je parle politique, je ne peux jamais parler au niveau de la politique nationale ou européenne ou mondiale, etc. Parce que c'est toutes des situations hors sol. Or, c'est aux prises avec le sol que les relations qui importent entre sols divergents, entre manières de faire divergentes, peuvent produire des effets, peuvent être créés. Et ce n'est pas par accord au-dessus du sol et niant la différence entre les sols. Donc, Gaïa, c'est aussi une manière de déscientifiser, de renvoyer la question de la réponse. Gaïa, elle s'en fout, hein, comme système physico-chimico, etc. Elle a l'indifférence des êtres de la physico-chimie pour nos intérêts. Donc, pour ce qui nous intéresse et ceux à qui nous nous intéressons, les autres vivants sur cette terre, il faut réussir à ne pas penser global, mais à ne pas penser individuel ou local, penser les relations possibles entre lieux qui ont leurs individualités, leurs besoins propres, leurs obligations propres, etc. Et donc c'était tout ça, Gaïa. C'était un appel à une attention au fait que si nous ne faisons pas attention à ce qui compte et à ce qui doit se mettre à compter vraiment pour nous, que nous devons prendre au sérieux vraiment, quelle que soit l'échelle. Si par exemple les scientifiques ne disent pas je fais du beau travail, ça aidera peut-être dans l'anthropocène, etc. En attendant, je sais que je fais de la merde parce qu'on me demande de répondre à des projets, de publier, etc. Non, il faut d'abord lutter
sur ce à quoi vous êtes réduit. Vous ne contribuez à rien d'intéressant tant que vous acceptez ce rapport de soumission qui vous oblige à détruire vos obligations. Donc la lutte, elle est à tous les niveaux pour récupérer le type d'intelligence, le type de capacité d'intelligence collective propre à réussir à faire des liens avec d'autres. Si vous êtes pris dans des non-obligations, mais qui vous forcent à produire et à publier, à participer à des projets ineptes, etc., pour le plus grand bien qui permettent de proposer le salut de l'humanité, et mieux encore même, etc., si vous faites ça, quoi que vous disiez, fassiez, pensez, vous participez à la catastrophe. Donc, la question n'est pas commençons par notre jardin, etc. Non, votre jardin et la manière dont vous le cultivez est corrélée avec, ouvre des possibles ou rend impossible des choses dans le jardin d'à côté et dans les imaginations qui se connectent de tous les jardiniers, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais tout de même vous dire, parce que et ceux qui ont comme moi un certain... Depuis 20 ans, avec ces jardins collectifs, etc., le monde, notre monde ici, en France, Belgique, etc., a changé. Il faut savoir, ça va lentement, ça va désespérément lentement par rapport à ce qu'on pourrait espérer, mais ça a changé. Et du point de vue comment dirais-je, de ce que je peux penser, avant je pouvais me sentir un peu seule, essayer de poser des problèmes ainsi et pas autrement. Maintenant je me sens, j'ai même plus envie de faire des livres parce que tout le monde dit des tas de choses qui m'intéressent. Je préfère aider à la publication et à la circulation, etc. Mais je me sens faire partie de ceux qui peuvent s'en aller au sens où ça a été dit et fait et ça commence à être à passer là où ça compte, c'est-à-dire dans les pratiques. Est-ce que Laurent, je fais à la fois un lien et puis peut-être un saut, oui, sur cette question du local, parce que ça en fait ça n'interroge pas les mêmes choses, mais je le disais en préambule, vous avez consacré un livre aux Gilets jaunes, on va pas faire une rencontre autour de ça, mais dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose qui a ressurgi, on va dire. En tous les cas, pour certains médias, en tous les cas, ça a été un gros effet de surprise, ça a vraiment ressurgi, qui est la question de la relocalisation de la politique et au développement de mobilisations, on va dire, territorialisées, enfin des mobilisations attachées à des territoires, et sans faire de parallèle et de lien quelconque. On l'a vu donc avec le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points, mais on peut le voir aussi avec des mouvements écologistes, qu'on parle des soulèvements de la Terre ou de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est une question peut-être que je vous pose aux deux, mais peut-être à Laurent. Est-ce que le local représente un nouvel enjeu d'imagination politique pour répondre aux exigences sociales, démocratiques, écologiques qui s'expriment dans les mouvements sociaux contemporains? Et puis, Isabelle faisait allusion au jardin, à la question des jardins collectifs, de ces mouvements qui apparaissent. Malgré tout, oui, le monde a changé pour une toute partie de groupes de personnes, parce que malgré tout, comment on fait pour que ça se traduise de manière plus, alors peut-être pas nationale, mais en tous les cas, pour le développer un peu plus? Oui, alors on parle de local, c'est l'occasion de dire qu'à Niort, le 8 septembre, à partir de 10h30, un rassemblement aura lieu et un procès Justice pour l'eau, soirée-concert avec Sidi Wacho, les Vulves Assassines, Cocagna et des DJ. Mais indépendamment de cette annonce qui illustre en partie ta question, effectivement, ça me permet de rebondir sur, disons, à la fois des choses que
que vient de dire Isabelle, et puis, disons, les choses qui m'ont intéressé. Bon, je passe très vite sur ce que tu as parfaitement résumé, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai faite, mais que, bon, je ne suis pas le seul à avoir faite, mais que disons, sur laquelle j'ai insisté, que ce mouvement des Gilets jaunes participait d'un mouvement plus général de relocalisation de la politique, dans lequel on pourrait éventuellement inclure les jardins collectifs, et dans lequel on peut assurément, en tout cas, interroger les luttes écologiques contemporaines. Donc cette reterritorialisation de la politique, qui n'est pas une fermeture, hein, qui n'est pas d'ailleurs une diminution, qui n'est pas une réduction non plus de la puissance d'agir, hein, mais qui est effectivement aussi, comme l'a souligné Isabelle, un appel, ou en tout cas une autre pensée de la relation. Eh bien, ce mouvement me semble d'ailleurs avoir une profondeur historique assez grande, pas le mouvement lui-même, mais en tout cas les raisons qui lui donnent, disons, son acuité actuelle. Moi, j'ai tendance, en l'étudiant et aussi en l'observant de plus loin, j'ai tendance à y voir une sorte de radicalisation de ce qui, on a parlé des années 68 dans le film tout à l'heure, et on en a aussi parlé d'une certaine manière hier soir, s'agissant de la bataille du Chili et de ses échos contemporains. Eh bien, il me semble que, voilà, qu'est-ce que c'était 68 et les années 68 ? C'était en tout cas, disons, la mise en avant de la critique de la représentation politique et de la critique des représentants et des formes de représentation en général, hein, représentation effectivement savante ou autorité savante faisant partie, disons, de ces hiérarchies ou de ces représentations qui étaient mises en cause dans les années 68. Bon. Eh bien, il me semble qu'il y a une forme de, comment dire, oui, cette critique s'aiguise aujourd'hui, et dans des mouvements comme celui des Gilets jaunes et dans les mouvements écologiques comme les soulèvements de la Terre, cette critique s'aiguise en une critique plus générale de l'abstraction, et je reprendrai ce que disait Isabelle dans son film, au mauvais sens du terme. Hein. C'est-à-dire une critique justement de la politique conçue comme complètement hors sol, ça a été dit, détachée de l'expérience vécue, de l'expérience concrète. Hein. Y a un livre d'un philosophe français des années 30 qui introduisait le pragmatisme, qui est cher, le courant philosophique du pragmatisme, à Isabelle et à quelques autres qui sont intervenus ici, qui s'appelait « Vers le concret ». Moi, c'est un livre qui, enfin, le livre me plaît, mais j'aime beaucoup le titre surtout, hein, parce qu'effectivement, il y a cette idée, voilà, que une politique pragmatiste, ou en tout cas le lien avec l'expérience, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la politique. Je pense que c'est ça qui apparaît très clairement dans les mouvements écologistes contemporains, c'est-à-dire le refus, pas simplement des représentants, pas simplement des délégués, pas simplement des hiérarchies liées à la politique professionnelle, mais au fond d'une langue qui ne dit plus rien de ce qui nous affecte ou qui nous détache de ce qui nous affecte. Si vous parlez de la Banque mondiale et de ses effets, c'est fondamental. Hein. Mais au fond, si on n'est pas soi-même dans la Banque mondiale ou soi-même en capacité d'agir autour de la Banque mondiale, bon, on peut en parler 2 heures, hein, ou même 2 semaines, mais ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Alors que, effectivement, ce qui nous affecte dans les budgets, dans les frigos, dans les jardins, ça, on peut en parler, on peut le partager, et effectivement, on peut en faire une forme d'action collective. Donc, effectivement, ce qui me semble être voilà, l'accentuation de ce qu'a été le moment des années 68, c'est cette reterritorialisation dont l'écologie, disons, est un des vecteurs principaux contemporains. Ce qui pose un ensemble de problèmes, dont le problème de la liaison entre les lieux ou de l'alliance entre les lieux, ce qui pose aussi le problème des hostilités que rencontrent des lieux libres ou des milieux libres qui essayent de se rencontrer, ce qui pose le problème de la mémoire. Et Isabelle a insisté, et c'est un point sur lequel je suis tout à fait en phase. Elle a dit on ne veut pas d'histoire édifiante. Moi, j'enquête justement depuis quelques années sur ces utopies réelles, c'est-à-dire ces manières de s'engager dans justement ces luttes locales ou d'essayer de cultiver des formes de vie alternatives localement. Eh bien, effectivement, un des gros problèmes, c'est ça. C'est comment archiver
les succès et les échecs de ces expériences, comment les transmettre dans des expériences où l'oralité notamment est très importante, où l'écrit n'est pas central, et donc c'est un point, c'est un objet d'enquête et je dirais de co-recherche absolument fondamental. Donc il y a effectivement un écho, une correspondance entre cette reterritorialisation des luttes et cette attention au local dont on vient de parler à l'instant avec Isabelle. J'en viens à la question de l'utopie, parce que Isabelle, dans le film, vous dites on n'a pas besoin d'utopie. Et effectivement, dans votre livre, Laurent Jean-Pierre, sur le possible, vous convoquez l'utopie en disant que souvent le possible renvoie à l'utopie, en fait, qui est souvent dénigrée comme une espèce de fiction contraire à la réalité. Or, on assiste un regain d'intérêt pour le genre utopique. Je pense à la science-fiction depuis quelques années, aux dystopies. J'aimerais savoir, et l'un et l'autre, comment vous l'expliquez. Est-ce que selon vous, c'est parce que l'utopie peut constituer une alternative pour questionner autrement justement les rapports sociaux, ouvrir d'autres horizons, ou est-ce que parce que ces textes, et je pense on a fait... Ursula Le Guin est revenue plusieurs fois dans nos débats. Est-ce que les utopies écoféministes d'Ursula Le Guin ou certaines utopies environnementales résonnent de manière beaucoup plus forte aujourd'hui? Ursula Le Guin, dans ses textes qui ne sont pas des romans, a dit pas mal de l'utopie comme genre, hein. Elle préférait une histoire non euclidienne, c'est-à-dire parce que l'utopie, c'est toujours soit l'arrière, l'âge d'or, soit le futur d'or, etc. Mais c'est toujours sur un truc linéaire. Et elle préférait plutôt des zigzags et des résurgences, etc. Je crois que pour moi, ce qui résonne vraiment, ce que j'ai découvert notamment chez les sorcières néo-païennes qui ont pris cela comme le nom de leur collectif, celui de Starhawk, Reclaim, c'est redevenir capable, parce que c'est pas utopique, mais guérir, ça veut dire nous sommes, comment dirais-je, constitutivement issus de ce que j'ai appelé dans le film un désastre obscur. C'est-à-dire ce qui nous a réduits à l'individualité. Et récupérer de cela, recréer le type de faire ensemble, penser ensemble, etc., c'est pas utopique, ça. Je dirais que c'est quasi une récupération anthropologique. L'utopie, c'est l'homme meilleur. Non, ici, on est mutilé. C'est revenir c'est se guérir par les moyens que nous pourrons trouver d'une mutilation. Mais il faut avant tout partir du fait qu'on vit dans des dispositifs mutilants, sans avoir besoin de l'homme idéal qui permettrait de juger ça. Non, c'est la violence qui nous est faite tous les jours qui est le témoignage de cette chose. C'est ce que les enfants doivent subir à l'école quand ils sont en train de faire cette chose ultra importante qui est d'apprendre leur monde. Ils sont tout le temps jugés. Jugés. Donc on est... Et donc là, il me semble que il faut savoir dire que, contrairement à, enfin, je dirais, c'est ça mon idée, contrairement à ce que quelques-uns ont dans la tête quand ils parlent de révolution ou d'émancipation, moi je suis mal à l'aise avec le mot émancipation, parce que ça veut dire qu'avant nous, les humains étaient sujets de croyances qui les maintenaient. Je peux comprendre l'émancipation au sens moderne par rapport au pouvoir institution, etc. Mais ça, c'est pas une cause générale.
vous vous rendez compte si on allait dans les peuples, chez les peuples canadiens qui luttent pour leur respect, si on leur parlait de leur émancipation, mais c'est les émancipateurs qui sont les ennemis. C'est les émancipateurs qui ont voulu les débarrasser de toutes ces vieilleries inutiles. Alors, à mon avis, non, il faut savoir que tous les mots d'espoir pour l'humanité que nous employons doivent être reclaimed et retravaillés parce qu'ils sont des insultes aux autres peuples, des insultes aux peuples par rapport auxquels nous les avons fabriqués. Nous allions les émanciper, ou ils allaient s'émanciper eux-mêmes grâce au bon exemple et aux bons instruments que nous leur donnions. Donc, l'utopie est en science-fiction. Les bonnes utopies sont toujours problématiques, nous mènent toujours en plein dans un problème où quelque chose va changer ou doit changer, etc., et pas des utopies tranquilles. Quant aux dystopies, elles sont un peu simples parce qu'elles se bornent à prévoir le pire. Donc, je crois que la science-fiction, pour moi, vaut la peine d'être suivie, y compris et surtout celle de Le Guin, parce que je la vois comme le travail de, je le dis dans le film, je crois, le travail de chercheurs qui, si les sciences sociales étaient devenues aussi audacieuses que les sciences expérimentales, mais autrement, puisqu'on ne met pas la société en laboratoire, hein. Donc c'est pas les mêmes réussites, du tout. Mais si l'audace et le travail bien fait avaient été aussi présents que ça l'a été jusqu'à un certain moment ces temps-ci, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, ils en auraient été. Et d'ailleurs, ils ont recréé ça. Que c'est tout de même extraordinaire. Les fandoms, les revues de fans de science-fiction, les conventions de science-fiction, ça ressemble à des trucs scientifiques. Ils discutent les hypothèses les uns des autres. Certains débutants mettent leur intrigue dans le monde de quelqu'un d'autre, qui les accueille d'ailleurs, à condition qu'ils ne leur chipent pas un personnage dont ils auront besoin de ces jours. Donc, il y a une espèce de collaborativité de l'intelligence et de l'invention et de la fiction qu'ils ont retrouvée sans le chercher. Mais j'ai l'impression que c'est un art. Enfin, je me dis parfois, je ne sais pas ce que toutes ces jeunes générations qui ont lu cette science-fiction-là, l'inconnu, c'est pour demain, quoi. Cet inconnu est encore vivant aujourd'hui. On ne saura jamais dans ceux qui participent. Je ne parle pas en France parce que c'est tellement neuf l'intérêt pour la science-fiction en France. Enfin, mais aux États-Unis, je ne sais pas quel rôle a joué la science. En tout cas, à San Francisco, elle a joué un rôle. Donc l'utopie, pour moi, c'est une vieille invention, mais c'était l'âge d'or, et c'est pas très intéressant. Ça me fait peur. Cette utopie me fait peur, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont on résout des problèmes, et par où on passe pour résoudre des problèmes. Et en général, c'est surtout pas par l'argumentation. Laurent ? Oui, je partage ce qui a été dit sur la critique de l'utopie. Justement, dans le livre que nous avons fait avec Aude Guéguin et dans ce sur quoi j'essaye d'enquêter, on parle de possibilités réelles, qu'on oppose à des possibilités abstraites. Et vous entendez que finalement, ce doute vis-à-vis de l'utopisme moderne ou classique, traditionnel en tout cas, il a à voir avec aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur la critique de l'abstraction. Pour moi, une des difficultés, disons, que pose le genre utopique, dans lequel une grande partie de la philosophie politique, d'ailleurs normative, peut se ranger à sa manière, avec ses codes propres, mais en tout cas, c'est précisément que ça a une fonction positive, qui est
la dénaturalisation du réel, comme la science-fiction, hein, comme la fiction en général. Ça permet de dénaturaliser des éléments de la réalité, c'est-à-dire de les rendre, disons, non essentiels, comme dit pas une chanson de rap, qui parle plutôt de ce qui est essentiel. Mais donc, ça a cette fonction positive et ça a effectivement une fonction plus problématique, que je n'ose pas dire aliénante, mais en tout cas difficile, qui est effectivement de donner aucune clé sur le lien entre la réalité vécue au présent et justement la réalité posée dans le texte utopique. Hein. Et donc, d'une certaine manière, si on veut reprendre un des propos d'Isabelle dans le film de ce matin, on peut dire que le mode de raisonnement utopique est un mode qui s'oppose au mode de raisonnement de la transition, hein, puisque précisément il nous empêche, ou en tout cas il nous donne pas les moyens précisément de faire ce chemin à plusieurs entre la réalité présente vécue comme dystopique et la réalité utopique éventuellement désirée. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec le problème que pose le genre. Et vis-à-vis de la science-fiction, moi j'ai dit que je m'intéressais aux utopies réelles. Hein. C'est pas moi qui ai inventé la catégorie, mais bon, d'autres ont dit utopie concrète. Ça veut dire aussi des choses assez précises. Ça veut dire que je m'intéresse par exemple beaucoup, pas tant aux rêves nocturnes, même si je m'y intéresse à titre personnel, mais aux rêveries diurnes. Hein. C'est Bloch, le grand penseur de l'utopie du XXe siècle, qui effectivement disait il faut qu'on prête plus attention aux rêveries diurnes. Hein. C'est-à-dire effectivement à ces fragments d'espérance ou à ces amorces d'espérance, hein, qui effectivement construisent ou se tissent et finissent par éventuellement, disons, rendre ou plutôt s'épanouir dans des expérimentations individuelles ou collectives. Donc effectivement, le continuum entre rêverie diurne, je dirais singulière, ou de chacun ou de chacune, et expérimentation collective, c'est ça que j'ai envie d'appeler utopie réelle, et qui ne sont pas simplement positives, qui peuvent être tout à fait négatives, qui ne sont pas simplement celles qui viennent de, non pas les émancipés, ou ceux qui désirent l'émancipation, puisque j'entends parfaitement ce que vient de dire Isabelle sur les pièges du mot. J'y avais pas pensé avec autant de clarté, donc c'est tout à fait intéressant. Mais effectivement, je dirais des utopies réelles, il y en a aussi qui viennent évidemment de l'État, qui viennent des grandes entreprises. Donc effectivement, c'est pas les gens qui sont dans cette salle qui ont le monopole de l'utopie. Hein. Il y a de l'utopie réelle et de l'expérimentation. Elon Musk. C'est un de nos problèmes. Hein. C'est un de nos problèmes quand on parle de sens commun. C'est un de nos problèmes aussi quand on parle de science-fiction. Et je voudrais terminer juste sur ce point pour pas provoquer Isabelle, mais pour lui demander son avis. Voilà, la science-fiction. Aujourd'hui, je m'y suis intéressé un peu dans le livre aussi sur le possible dont il a été question. Elle est, beaucoup de gens d'entre vous le savent dans cette salle, elle est évidemment, elle est mobilisée par les armées. Hein. Il y a une petite équipe hein, dans l'armée française qui s'appelle la Red Team. L'équipe rouge, je sais pas pourquoi elle est rouge, parce que moi la couleur rouge je voulais la garder pour moi, mais bon tant pis. Et donc l'équipe rouge qui sont des auteurs de science-fiction qui ont été recrutés sur concours et qui font, disons, de la prospective du futur, de la prospective non scientificisée, non équipée techniquement, justement de la prospective littéraire, disons, au service des armées. Il y en a aussi évidemment dans l'armée américaine, etc. Donc on voit bien que le problème, c'est que ces genres-là sont évidemment sont tout à fait mobilisables, mais là aussi par des appareils. Donc il va falloir qu'on soit précis hein, sur les science-fiction qui nous intéressent hein, et sur celles qui sont capables justement de nous faire travailler ou de poser de nouvelles questions. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai un genre que je pratique, mais je le pratique un peu au second degré. Et par exemple, il a été question d'Ursula Le Guin, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur les utopies réelles. Par exemple, elle a un livre qui s'appelle Les Dépossédés, où il est question précisément d'expérimentation collective, des limites. On parlait de avoir une archive des limites vécues de ce qui a été vécu, de ce qui a été tenté collectivement. Les Dépossédés, d'une certaine manière, de manière fictionnelle, en livrent une.
Bien, on approche, on va bientôt laisser la parole à la salle. Du coup, j'avais plein d'autres questions, mais il y en a une qui me semble quand même très importante et j'aimerais avoir votre avis à tous les deux. J'en reviens au changement d'époque. Et c'est un peu aussi quelque chose sur lequel vous finissez votre ouvrage avec Aude Guérin. C'est qu'avec l'annonce justement d'une catastrophe hautement probable et d'ampleur planétaire, celle de l'épuisement des ressources, de la 6e extinction, l'époque présente semble hantée aussi par cette espèce de fin des possibles. Et Isabelle, vous dites à propos de réactiver le sens commun, que vous avez demandé l'aide de Whitehead pour penser une époque dont nous ne savons pas si elle marque la fin de la modernité ou si elle explore la possibilité de son devenir civilisé. Est-ce que le sentiment d'urgence climatique, d'urgence écologique, peut représenter, selon vous, un levier ou un sursaut politique et social des possibles? Ou est-ce que les discours apocalyptiques de fin des temps, alors Bruno Latour, lui, invitait à distinguer du temps de la fin, la fin des temps et du temps de la fin. Est-ce que ces discours de fin des temps, autres théories de l'effondrement, semblent pour vous avoir une vocation, on va dire, dépolitisante? Voilà, j'ouvre la question à tous les deux. Je ne sais pas s'il faut donner à ce que j'appelle l'intrusion de Gaïa, et c'est pour ça que j'emploie le mot intrusion, la malvenue, parce que franchement, on s'en serait passé. Qu'il faut moraliser ça. C'est encore une fois donner une importance, oui, c'est pour le coup eschatologique, à quelque chose qui est d'abord de notre fait, du fait de cette histoire qui est avant tout celle du colonialisme qui a commencé dans nos pays. Quand je parle de désastre obscur, fin des commons, fin des manières de faire communauté, c'est en Europe et partout ailleurs que ça s'est produit. Donc, il ne faut pas donner une grandeur eschatologique à quelque chose dont nos pays sont les auteurs responsables. Ça ne veut pas dire qu'il faut être coupable, mais ça veut dire qu'il faut savoir que ça porte d'autres noms ailleurs, qui sont peut-être à écouter et qui nous parlerait peut-être autrement de ce à quoi nous avons été aveugles. Donc, je ne veux pas être, d'ailleurs, ça porte de vilains mots de penser que les autres qu'on va pouvoir extraire des autres les solutions à nos problèmes, on continuerait à les piller, mais savoir écouter, c'est une bonne chose. Savoir écouter quand on parle de nous, d'ailleurs, je ne sais plus quel, c'était James Baldwin qui disait ça. Ah, mais il disait ça d'ailleurs à propos des femmes noires par rapport aux hommes noirs. Donc c'était interne. Il disait, vous nous connaissez beaucoup mieux qu'on se connaît, parce que, étant donné les rapports de domination, vous avez intérêt à bien connaître vos dominateurs. Eh bien, je crois qu'ils nous connaissent bien. Et ils peuvent nous apprendre des choses tout à fait intéressantes sur nous-mêmes. Donc, or, il me semble que des choses comme fin des mondes, etc., nous font encore une fois trop d'honneur. Il faut arrêter d'être monothéiste en ce sens-là, je crois. Donc voilà. Mais ce qui pour moi est important, c'est justement de résister à une espèce aussi de sentiment que ce n'est que juste, nous l'avons bien mérité. Primo, nous ne pouvons pas dire ça, étant donné toutes les victimes qui sont amenées à nous suivre, et aussi tous ceux qui n'ont jamais bénéficié, y compris par chez nous, qui ont surtout bénéficié comment dirais-je,
des injustices et des mépris sociaux. Donc, le nous qui dit nous l'avons bien mérité, je doute que ce soit le prolo sous peine d'être viré parce que son usine ferme. Lui dire ah bah oui, nous l'avons bien. Faut se méfier des nous, quoi. Moi, quand j'écris nous, je me situe dans le nous, c'est-à-dire peut-être que je vais penser contre ce nous, mais j'ai dû apprendre à le penser. Donc je suis encore nous, au sens où tout ça, j'ai dû apprendre à le penser contre le nous natif, si je peux dire. Donc oui, non, il faut pas, à mon avis, prendre la moindre catégorie qui nous délocalise. Et c'est pour ça que je préfère dire, oui, c'est la fin de notre monde, et on peut l'espérer, colonial, capitaliste, mais pas la fin de tous les mondes possibles. Ne nous occupons dès lors pas trop des autres. N'essayons pas trop de dire en quoi ça pourrait ne pas être la fin pour eux. Nous restons éminemment dangereux, y compris par nos intérêts pleins de bonne volonté. Ils connaissent aussi les dangers de notre bonne volonté. Oui, d'un mot, oui, non, mais c'est très inspirant ce que dit Isabelle. Alors, je crois que je veux juste ajouter que la question quand même de l'eschatologie et des millénarismes, elle n'est pas seulement occidentale. Hein. C'est vrai que dans les sociétés autres, ou par exemple dans les sociétés amérindiennes, là, il y a aussi tu l'as rappelé d'ailleurs tout à l'heure en parlant de Viveros de Castro, hein, c'est-à-dire que le sentiment de l'écroulement d'un monde, le sentiment de la fin des temps, c'est pas quelque chose qui n'a pas été vécu. Hein, ça a été vécu plusieurs fois, à cause de la conquête, à cause du génocide, à cause de mille autres raisons. Donc, en réalité, on n'a pas le privilège de l'eschatologisme. Voilà. Et donc moi, c'est vrai que de ce point de vue-là, je suis relativement neutre par rapport à la question de savoir si l'apocalyptisme ou le catastrophisme fait du bien ou fait du mal. Je pense qu'il faut aller regarder, il faut enquêter. Hein. C'est ça dont on a parlé aussi indirectement aujourd'hui. Et donc, il y a des gens à qui ça fait effectivement, il y a des gens à qui ça fait faire des choses. Et ça a été beaucoup le cas dans l'histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup en lien avec ce dont j'ai parlé. Il y a des spécialistes dans la salle, donc j'ai un peu peur d'en parler, mais disons aux hérésies. Et puis, voilà, au non-conformisme religieux, comme on disait autrefois, ou aux minorités actives, et c'est-à-dire à des gens qui ont pu justement croire des choses très fortement et avoir une action transformatrice très puissante. Donc ça m'intéresse. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est les effets de cette croyance dans la fin du monde, et pas véritablement disons son degré de vérité, quoi. Bon, mais je crois que Isabelle, en bonne pragmatiste, pourrait être d'accord avec moi sur ce dernier point. Bien, ça va être, c'est à vous de poser des questions. Donc, je pense qu'on a des micros qui peuvent passer. Non, celui-là, ça, voilà. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois des mains qui se tendent plutôt au fond. J'en vois une. C'est une main qui se tend? Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Oui, c'est la bonne question. Jean-Paul? Voilà. Donc, madame. Et puis après, je vois des mains plutôt à l'arrière de la salle. Oui. Ça marche? Oui, oui, oui. Non, ce dont je voulais un petit peu parler, bien sûr, en vous écoutant avec grand intérêt, c'est sur le rôle des fictions. Je veux dire par là que le monde qui semble, enfin, dont on dit qu'il va disparaître, c'est-à-dire celui qui nous a amenés là, et ces réalités dont vous parlez qui nous ont amenés là, elles ont été
elles ont été soutenues par des fictions très très fortes. Je pense qu'Isabelle Stenger, vous avez parlé dans vos livres des fictions scientifiques. Je pense à Camille de Toledo qui parle des fictions juridiques qui ont permis aux entreprises et à toute la juridiction du monde occidental de créer des séparations entre les humains, les non-humains, entre les entités naturelles et le droit interdit à ces entités naturelles. Et donc, il parle, justement, Camille de Toledo parle du travail nécessaire de désencodage de ces fictions. C'est-à-dire que là, il me semble qu'il y a une attention particulière, sans doute, et un soin particulier à rechercher dans toutes ces fictions qui nous ont donné une dimension presque naturalisée du monde dans lequel on vit et qui nous empêche justement par toutes ces séparations entre réel, fictionnel, etc., de nous interroger sur les mécanismes qui nous ont amenés là. Et donc le fait et qui ont permis la création d'institutions de pouvoir. Donc il me semble que... Alors, je repose la question parce que je n'ai pas entendu dans vos propos, justement, cette interrogation sur cette séparation entre le réel et la fiction, etc. Et donc, la question que je pose, c'est sur celle des fictions potentielles, du rôle possible des fictions potentielles qui naissent à partir d'un désencodage des fictions instituées par le pouvoir capitaliste, etc. Voilà, c'était ma question. Alors, il y a beaucoup de mains qui sont levées, donc on va prendre plusieurs questions d'un coup. Voilà. Les 2-3 questions au fond, plutôt. Oui, bonjour. Bonjour. Vous posiez la question des lieux où pouvait se faire ou discuter la politique, les politiques. Et j'ai pas l'impression que on a parlé de beaucoup de mondes différents, mais on n'a pas évoqué le monde de l'entreprise. Et j'aimerais savoir si vous pensez qu'il peut y avoir des poches d'utopie pratique dans ce monde-là, ou si il est à bannir à tout jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce monde-là ? Bonjour. Alors moi, je vais prendre une autre question sur d'autres lieux. On a parlé des ZAD, des lieux d'utopie réelle. Alors moi, je viens de Bretagne. J'ai pas mal traversé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai l'impression, une petite tendance à romantiser ces espaces-là. Parce que la ZAD, c'est pas forcément qu'un espace merveilleux. Et à titre personnel et collectif, dans des milieux féministes, on a vu rentrer en collision des utopies politiques et des utopies féministes, entre autres sur la gestion des agressions sexuelles dans les espaces des ZAD. Voilà, donc comment on fait ? Alors, on va prendre déjà cette première série de questions. Donc, la première sur le monde des fictions, le désencodage. Je ne sais pas si vous avez un mot tous les deux par rapport à ça. Et puis sur la question des lieux, donc entreprise et ZAD, pas tout à fait les mêmes lieux. Je sais pas. Pour le désencodage, je voudrais... c'est une chose de désencoder. Je prends les droits de propriété, qui sont quelque chose de simplement inaudible ailleurs, et qui étaient relativement inaudibles dans nos pays. Il y avait des droits d'usage, mais... et donc, oui, on peut le désencoder et montrer à quel point c'est une construction, etc. Oui, mais pour le désencoder, effectivement, il faut tout autre chose. Il fait partie de l'infrastructure. Donc il y a des codes qui font partie de l'infrastructure de nos manières d'organiser la société. Donc je me demande, il y a moyen éventuellement, mais de la même manière pour la personnalité juridique des entreprises. Oui, bien sûr, c'est une fiction, ils en sont même fiers. Mais ça permet tant de choses. Et c'est ce que ça permet qui pose problème. Est-ce que...
Oui, mais ça sera fait autrement qu'en le désencodant. Ça sera fait sur des... Enfin, j'ai un camarade qui est juriste, qui parle de pied de biche et de choses comme ça, mais c'est tout un travail. Ça n'est pas simplement... comment dirais-je, bas les masques, tu n'es qu'une fiction. Ben, évidemment, nous sommes des fictions. Le droit, c'est ça. Donc, faut pas trop... Si ça ne vous met pas en face à des gens qui sont bien décidés à conserver les choses telles qu'elles sont, c'est que vous, excusez-moi, je ne parle pas de vous, mais c'est ce qui est tenté est relativement indolore, incolore et insignifiant. Voilà. Il faut voir si éventuellement ça produirait des effets intéressants. Mais notre monde est plein de désencodeurs. Sur les lieux, sur l'entreprise peut-être. Oui. Bah, en tout cas, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec le problème du fait que le désencodage des fictions sans réencodage et sans reconstruction de fiction effective, ça effectivement, donc la fiction potentielle pour moi et tout ce à quoi vous avez fait référence, y compris d'ailleurs dans l'écriture autour du... Je pense que le droit est une arme remarquable, hein, mais effectivement, la question c'est quelle force le porte, et le problème de la réécriture du droit, c'est que c'est un peu comme le problème de la Constitution qu'on a évoqué hier soir. Je ne sais pas si vous étiez là au Chili, quoi. C'est-à-dire que c'est justement, ça peut être une très belle abstraction. C'est un opérateur de pratique, hein, puisque ça donne des horizons normatifs forts, mais effectivement, disons, ça reste sujet à la critique de l'utopie. Il me semble que nous avons disons, déplié dans cette session. Sur l'entreprise et les ZAD, bon, ce serait très long et on va pas pouvoir... voilà. Moi, en tout cas, quand je parle d'utopie réelle, je m'intéresse... Enfin, bon, voilà, on est pluraliste, donc la question c'est que tous les lieux sont susceptibles en fait d'écart, hein, et de transformation. Hein. Moi, de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait de mauvais lieux. Hein. Il y a effectivement, tous les lieux sont susceptibles d'expérimentation qui rendent possible un plus grand épanouissement et qui pour les vivants. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais lieux. Il y a des lieux plus adverses que d'autres. Voilà. Et puis il y a des capacités d'agir ou de changement qui sont effectivement plus incrémentales que dans certains autres lieux. Donc il y a des lieux qui sont, disons, plus porteurs, plus conducteurs que d'autres. Je ne suis pas certain aujourd'hui que l'entreprise soit le lieu le plus conducteur, mais en tout cas c'est un lieu certainement pas à négliger, parce que c'est évidemment un lieu qui construit, qui fabrique des vies au travail et en dehors du travail de manière massive et à distance et en proximité. Donc c'est un lieu majeur, c'est un lieu à mon avis qui a été tout à fait délaissé par la gauche et délaissé par les pensées, non pas de l'émancipation, mais je dirais d'épanouissement, en attendant un meilleur mot de la part d'Isabelle. Et donc du coup, c'est vrai que là, je crois qu'il y a un vrai problème. Pour la ZAD, oui, j'ai entendu aussi les histoires que vous rapportez. Je pense qu'il y a tout un débat que vous connaissez probablement mieux que moi sur la manière dont les différends autour des violences sexistes et sexuelles peuvent se régler sans passer par l'appareil judiciaire. Je pense qu'à la ZAD, il y a eu des tentatives. Je crois qu'il y a eu plusieurs écrits sur cette question. Je pense qu'elles ont été... Bon, voilà, vous dites qu'elles ont été insuffisantes. Ça me permet de rebondir d'un mot en disant que oui, moi, ce qui m'intéresse dans l'enquête sur les expérimentations collectives, c'est précisément là où ça grippe, là où ça coince. Hein. C'est ce que disait Isabelle dans son film, disait, on n'en a rien à faire des histoires édifiantes. Hein. On veut savoir pour justement qu'il n'y ait pas de répétition historique, parce que le problème quand même majeur de l'histoire des utopies réelles, c'est le bégaiement, hein, et pas simplement de l'histoire des utopies réelles, hein, de l'histoire des révolutions, de l'histoire des mouvements d'épanouissement, pas d'émancipation. Et donc c'est le problème de la répétition historique et du bégaiement néfaste, hein, pas du bégaiement vertueux. Et donc du coup, je crois que là il y a un problème. Oui, il y a un problème là aussi de transmission, d'archives et donc de regard, disons critique, ou en tout cas pas critique, mais en tout cas de regard non laudateur, quoi, de regard sans concession.
voilà, vis-à-vis de ces expérimentations. Et c'est ça, enquêter, je pense, sur les utopies réelles. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.